Allez, c'est parti. On va se plonger dans une énigme architecturale absolument fascinante, une histoire qui traverse des millénaires et des milliers de kilomètres. Notre voyage nous emmène en Afrique de l'Ouest, à la découverte de l'architecture si particulière du peuple Sénoufo en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on va voir, c'est que ce bâtiment pourrait bien nous raconter une histoire bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. On se penche maintenant sur une énigme architecturale assez ancienne. Au premier abord, on pourrait penser que ces constructions sont typiques de la région, uniques. Mais si on y regarde d'un peu plus près, un bâtiment en particulier va nous révéler un lien assez incroyable avec le passé. Et là, regardez bien, c'est quand même incroyable, non? D'un côté, on a un grenier Sénoufo d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. De l'autre, une représentation d'un grenier de l'Égypte ancienne, datant d'environ 3500 avant notre ère. La ressemblance est juste frappante. La forme, la petite échelle pour y accéder en hauteur, c'est quasiment la même chose, mais à plus de 5000 ans d'intervalle. La question qui se pose, elle est immense. Comment est-ce qu'un design architectural comme celui-ci a pu traverser les millénaires et se retrouver dans deux endroits aussi éloignés? Est-ce que c'est juste un hasard, une simple coïncidence, ou est-ce que c'est la preuve d'un lien historique bien plus profond qu'on ne le soupçonne? Pour résoudre ce mystère, on va devoir jouer les détectives. Mais nos outils ne seront pas des truelles ou des pinceaux d'archéologues. Non, la clé de l'énigme, elle se cache ailleurs, dans la science des mots. Et sur ce terrain, le grand historien Cheikh Anta Diop a ouvert une voie fondamentale. Il disait, et je cite, « Il est possible de remonter jusqu'à ce moule primitif. Un peuple peut alors se définir de façon positive à partir de critères indigènes réels. » L'idée, c'est qu'en retrouvant ce qui a survécu au temps, une culture peut redécouvrir ses racines profondes. Notre outil principal pour cette enquête, c'est donc l'étymologie. En gros, c'est l'étude de l'origine des mots, comment ils ont voyagé et changé de sens à travers l'histoire. C'est un peu comme de l'archéologie linguistique en fait. Bon, maintenant qu'on a notre outil, mettons-le à l'épreuve. On va s'attaquer à une première piste, retrouver Byblos sur le Nil. Et vous allez voir, ça va nous amener à remettre en question une idée reçue de la géographie antique. Quand on dit Byblos, tout le monde pense à l'ancienne cité portuaire du Liban, n'est-ce pas? C'est ce qu'on apprend à l'école. Mais, et si le Byblos originel, le premier Byblos, n'était pas du tout là-bas, mais bien en Afrique, à la source du Nil? Cette idée ne sort pas de nulle part. On a un indice, et pas des moindres, qui nous vient d'Échille, le grand dramaturge grec. Dans son Prométhée enchaîné, il écrit noir sur blanc « Une île, là où dû au démon de Byblos, le Nil déverse ses eaux saintes et salutaires ». Il parle bien des monts de Byblos à la source du Nil. C'est un détail énorme. Alors creusons cette piste. En égyptien ancien, le hiéroglyphe qui désigne une caverne ou une source, donc l'origine de l'eau, se prononçait à peu près « Beb ». Gardez bien ce son en tête, « Beb ». Parce que maintenant, on fait un saut en Afrique centrale. Dans la langue kikongo, on trouve un mot « biboulou ». Et que signifie biboulou? Eh bien, ça veut dire galerie souterraine dans une caverne ou une source. Ça ne vous rappelle rien? Byblos, Biboulou. Vous voyez où on veut en venir? La correspondance est juste incroyable. Tout porte à croire que le Byblos des Grecs n'était pas le nom d'une ville au Liban, mais la transcription d'un mot africain, Biboulou, qui signifiait tout simplement la source du Nil. Ok, cette première découverte est énorme. C'est une pièce maîtresse du puzzle. Et maintenant, elle va nous permettre de débloquer la suite, de suivre la piste depuis la source sud du Nil pour arriver jusqu'à la Babylone oubliée d'Égypte. Il faut savoir que les anciens Égyptiens avaient une vision très dualiste du monde. Pour eux, il y avait le nord et le sud, le haut et le bas. Et pour le Nil, c'était pareil. Ils croyaient en deux sources. Une source au sud, celle qu'on vient d'évoquer, et une autre au nord, dans un endroit qu'ils appelaient Kérana. Les Grecs, eux, l'appelaient la Babylone d'Égypte. Alors ce nom, Kéraa, si on décortique les hiéroglyphes, on reconstitue une prononciation. Et là, attention, cette prononciation correspond de manière quasi parfaite à Korogo. Korogo, une des villes principales du pays Sénoufo, aujourd'hui même en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas qu'une histoire de nom, la géographie vient confirmer tout ça. L'ancienne Kéraa, d'après les textes, était située près d'une montagne et d'un point d'eau stratégique. Et Korogo aujourd'hui, eh bien, elle est située juste à côté d'une montagne et d'une rivière stratégique. Les mêmes caractéristiques à des milliers de kilomètres et d'années de distance. Donc on a l'architecture, on a les noms de lieux, ça commence à faire beaucoup pour une simple coïncidence, vous ne trouvez pas? Tout ça dessine en fait les contours d'un véritable plan culturel commun, d'un héritage partagé. Et si on met tout ça bout à bout? Regardez, Kéra en Égypte ancienne devient Korogo chez les Sénoufo. Beb, la source, devient Biboulou en Kikongo et Byblos en grec. Même dans la mythologie, le nom d'Horus, Kortumu, résonne avec le nom du dieu créateur Sénoufo, Kolotolo. Ce ne sont que quelques exemples, mais ils nous montrent un immense réseau de liens, comme un courant culturel qui aurait voyagé de la vallée du Nil pour irriguer une grande partie du continent.
Ce que tout cela suggère, c'est que de l'architecture à la mythologie, il y a un lien profond, une continuité entre l'Égypte ancienne et des cultures d'Afrique de l'Ouest comme celle des Sénoufos. En fait, ce fameux moule primitif dont parlait Cheikh Anta Diop, il ne serait pas perdu. Il serait là, juste sous nos yeux, visible dans les greniers, dans les noms des villes et même dans les noms des dieux. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. Si l'histoire peut se lire comme ça, dans les mots et dans la forme des bâtiments, combien d'autres récits, combien d'autres chapitres de l'aventure humaine sont encore là, cachés, attendant simplement qu'on apprenne à les voir ?